Deux invités, pas d'animateur. Une seule consigne. Pendant 30 minutes face aux caméras, nos invités mènent le débat comme ils l'entendent. Mais tout d'abord, petit aparté, juste avant de se lancer. Qui êtes-vous ? Bon, alors je suis Alain Bizot, je suis chercheur à l'Ifremer depuis 25 ans. Je suis en charge des expertises halieutiques, c'est-à-dire le suivi des ressources et l'adéquation entre les pêcheurs et les poissons. Voilà. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qu'on a convié ? C'est une bonne question. Je pense que c'est parce que mes responsabilités d'encadrer toute l'expertise halieutique font que c'est plutôt vers moi qu'on se tourne dans ces cas-là. J'ai aussi une expérience internationale puisque je suis membre du comité d'avis pour la gestion des pêches de l'Atlantique Nord. Donc j'ai une assez bonne expertise au moins pour cette partie du monde sur l'ensemble des ressources et des pêcheries. Voilà. Même question, présentez-vous. Je suis Aliette Guesdorfer, ancien directeur de recherche au CNRS en ethnologie, actuellement attachée au Muséum national d'histoire naturelle. Et je m'occupe du centre de documentation en anthropologie maritime. Et pourquoi vous pour ce débat ? Parce qu'en tant qu'ethnologue, j'ai travaillé sur différentes sociétés de marins-pêcheurs. J'ai d'abord travaillé aux îles de la Madeleine et après j'ai travaillé à Saint-Pierre-et-Miquelon sur l'évolution de la pêche côtière du début du siècle à aujourd'hui. Il y a peu de personnes en ethnologie qui ont travaillé sur les sociétés de pêcheurs. Allez, le débat peut commencer. Dernier réglage de la lumière rouge qui interviendra si on a besoin de vous interrompre. Première partie. Pendant très longtemps, il y avait le mythe de la mer inépuisable, des ressources de poissons dans lesquelles on pouvait taper sans que ça pose de problème. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un problème si on continuait à prélever de manière trop importante, de manière immodérée, de manière non raisonnée. Et donc cette notion d'exploitation durable des ressources, je pense qu'elle est maintenant rentrée dans la tête de tout le monde, du consommateur, mais aussi du pêcheur, bien sûr. Et c'est vers ça qu'il faut essayer d'aller dans le futur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour continuer à pêcher et à manger du poisson. Oui, dans les propos de certaines personnes, en effet, il y a, je trouve, souvent une généralisation et une polarisation sur la pêche. Peut-être y a-t-il d'autres raisons aussi à la diminution des ressources marines. Et puis, il faut aussi se demander quelles sont, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des ressources marines qui sont menacées et lesquelles ? Je pense que c'est ça la vraie question. Au niveau international, il y a la FAO que tout le monde connaît qui fait des bilans tous les ans ou tous les 2 ans et qui dit il y a 10% d'espèces de poissons dans le monde qui sont épuisées. Enfin, ils disent ça, ils utilisent ce terme-là, d'épuisés. Il y en a 20% qui sont surexploités, 50% qui sont bien exploités, et puis 20% qui sont sous-exploités. Mais épuisé, ça ne veut pas dire que l'espèce va disparaître. C'est pas le rhinocéros blanc d'Afrique ou le tigre de Chine pour lesquels il ne reste plus que 25 individus. C'est épuisé, ça veut dire que les ressources sont effectivement très, très limitées et elles sont tellement limitées qu'elles ne permettent pas une exploitation par la pêche. Mais malgré tout, ce petit stock de poissons, il peut continuer à survivre, éventuellement à se renouveler s'il retrouve des conditions favorables. Et ça, c'est plutôt des signes positifs. Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a déjà eu, vous le savez aussi bien que moi, un grave problème pour le hareng il y a très longtemps. Et les populations de harengs se sont reconstituées, en tout cas en mer du Nord et en mer Baltique. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs espèces dont on parle plus particulièrement, le cabillaud ou morue et le thon. Et surtout à propos du cabillaud d'Atlantique Nord-Ouest, la situation, alors qu'il y avait un moratoire en 1994, c'est-à-dire interdiction de toute pêche, non seulement de la morue, mais aussi d'autres espèces qui appartiennent au même écosystème, comme les glefins, etc. Mais
il semble que ce stock de morues, appelons ça un stock, je sais bien que le terme n'est pas très approprié, mais population de morues ne se reconstitue pas, alors que le moratoire avait été décidé en 1994 et ne devait durer que jusqu'en 1995. Et il y a toujours moratoire. Donc, qu'en pensez-vous à propos de la morue? Pourquoi? Je pense que c'est vraiment effectivement le bon exemple d'une situation qui est effectivement qui a été catastrophique, puisqu'on a été obligé d'arrêter la pêche pour essayer de faire en sorte que les populations reviennent. Bon, il y avait la pêche qui a été la cause aggravante, mais la pêche n'était pas responsable de tout. Il y a aussi les modifications hydrologiques, le front entre les différents courants qui faisaient que les conditions favorables du cabillaud n'étaient plus ce qu'elles étaient. Donc il y a eu un affaiblissement général, renforcé par une pêche sans doute un peu excessive. Je pense que c'est pas la peine de se cacher. Il y avait une pêche excessive sur la morue de Terre-Neuve, puisque c'est celle-là dont on parle. Mais le problème, c'est que les hypothèses ou les simulations que les scientifiques avaient fait à l'époque, en disant, voilà, si on arrête la pêche pendant 2 ou 3 ans, le stock va revenir. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que, bon, et ça on le découvre, effectivement, ça fait qu'il faut rester modeste dans tout ce que les scientifiques disent. Les conditions hydrologiques, environnementales ne sont pas revenues exactement comme elles étaient initialement, et puis la disparition, ou l'affaiblissement de la population de morues a aussi entraîné des modifications de toute la chaîne alimentaire, etc. Donc on s'est aperçu que le hareng dans cette région-là a plutôt augmenté, puisque les morues ne mangeaient plus les larves de hareng. La chaîne alimentaire pour les poissons, c'est très compliqué. Et les petits poissons sont mangés par les gros, mais les gros mangent aussi leurs petits. Donc là, en l'occurrence, les harengs adultes mangeaient les larves de morues. Et comme il y avait beaucoup de harengs, ils mangeaient beaucoup de larves de morue. Donc même si la morue arrivait à se reproduire, c'était bouffé par les harengs. Et puis il y a le deuxième, il y avait le hareng, mais il y a aussi les phoques. Et là, je pense que la population de phoques a tellement explosé avec l'arrêt de la chasse, merci Brigitte Bardot, que... Il n'y a pas eu qu'elle. Il n'y a pas eu qu'elle, non. Mais c'était quand même un combat emblématique. Et les phoques mangent une quantité de poissons considérable, de morues en particulier. Et donc, même si la population de morues recommence à prendre un peu de force, en tout cas, il n'y en a pas suffisamment pour reprendre une pêche dans l'état dans lequel elle était dans les années 80 ou 70, à l'époque de la grande pêche. En plus, la morue est quand même une espèce qui ne vit qu'entre 4 degrés et 8 degrés. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un problème, justement, des conditions océanographiques, température de l'eau, salinité? Et puis, comme vous l'avez évoqué, beaucoup de gens oublient souvent que les poissons mangent et qu'effectivement, il faut qu'ils aient de quoi manger lors des migrations qu'ils font. Et comme la pêche de la morue à Terre-Neuve a été donc interdite, quand même 35 000 pêcheurs qui ont été donc mis à pied, et on leur a permis de poursuivre quelques activités de pêche, et en particulier celle du caplan, pour un petit peu, je veux dire, équilibrer ce chômage. Le caplan étant une proie de la morue, et donc on se retrouve dans cette situation où on bouleverse la chaîne alimentaire et où le rétablissement de l'équilibre initial est très compliqué. C'est vrai pour la morue. Bon, la morue Terre-Neuve, c'est vraiment un bon exemple, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Et souvent, alors vous parliez du hareng de mer du Nord tout à l'heure. L'arrêt de la pêche a fait que le stock s'est renouvelé, s'est reconstitué. Le problème après, c'est que c'était plutôt un problème économique, que les marchés ont été perdus parce que pendant 2 ans, il n'y avait pas de hareng sur les marchés, donc les gens ont arrêté de manger du hareng. Et du coup, là aussi, donc il y a des problèmes écologiques, mais il y a aussi des problèmes économiques qui font que tout ça, c'est un équilibre et que dès qu'il y a un petit quelque chose qui fait que l'équilibre se rompt, c'est très difficile de revenir à l'état initial. Et les pêcheurs ne sont pas les seuls responsables. Enfin, souvent, ils aggravent une situation, mais il peut y avoir des modifications hydrologiques, il peut y avoir des pollutions, il peut y avoir des accidents de l'écosystème pour lesquels ils ne sont pas responsables. Mais c'est vrai que leur action, en général, sur des stocks fragiles, contribue à aggraver la situation. Justement, là, vous pourriez évoquer
le problème et les mesures qui sont prises contre ce qu'on pourrait appeler une trop grosse surpêche, qui sont les quotas en fait. Ouais. Pour l'instant, la principale mesure qui permet de gérer les pêches, c'est de limiter les captures, donc par un système de quotas. Et ils sont fixés effectivement par les ministres des pêches, hein, mais sur une base de scientifiques. Alors ça veut dire que notre travail, nous, scientifiques, à l'IFREMER, mais aussi dans tous les autres organismes européens ou mondiaux, c'est de faire des diagnostics sur l'état des ressources. Donc pour ça, on a besoin de faire des campagnes scientifiques pour essayer d'aller voir sur place tous les ans, à la même période, essayer de voir les évolutions de l'abondance de différentes espèces, utiliser les résultats des pêcheurs, enfin de la pêche, et donc les partenariats entre scientifiques et pêcheurs, c'est vraiment indispensable, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et on analyse toutes ces données, on essaie de faire un diagnostic, de voir si la ressource augmente, si elle diminue, quelle est la quantité totale ça fait appel à des modèles un peu compliqués, des modèles mathématiques, mais on arrive à avoir une idée de la quantité totale de poissons. Et à partir de ça, on dit que si on prélève un morceau, voilà ce que ça donnera dans le futur. Et c'est sur cette base de simulation, en fait, qu'on fait des propositions de gestion en fonction de l'objectif que l'on veut donner à cette exploitation par les pêcheurs. Sachant que le premier objectif, c'est d'éviter que l'exploitation s'arrête, c'est-à-dire éviter l'effondrement des pêches. Donc ça, c'est l'objectif minimal. Donc éviter les catastrophes. Mais depuis un certain temps, depuis le sommet pour le développement durable de Johannesburg en 2002, l'objectif, c'est d'essayer de maximiser la production des écosystèmes et la production de la pêche. Donc cet objectif de maximisation, c'est autrement ambitieux comme objectif. Et donc on est en train pendant très longtemps, on essayait d'éviter les catastrophes, et maintenant, nous, scientifiques, on donne les éléments, mais les politiques ont cette ambition d'essayer de faire encore mieux. Et voilà, et c'est un sacré boulot, hein. Alors, quel impact environnemental la pêche? Quel impact économique? Économique, ça veut dire les pêcheurs, en fait, hein. Quel impact sur les pêcheurs? Mais derrière les pêcheurs, il y a aussi la transformation, la consommation. Comment vous voyez ça? Eh bien, les pêcheurs, à l'heure actuelle, sont stigmatisés un petit peu, car on considère qu'ils sont principalement responsables, justement, de ce qu'on appelle la surpêche. Les pêcheurs sont stigmatisés parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus lisible et de plus visible. Et puis c'est la variable d'ajustement, j'allais dire. C'est terrible à dire comme ça, mais c'est souvent comme ça que c'est perçu, quoi. Les pêcheurs sont... Et puis on peut quantifier. On peut jouer sur la pêche, mais pas trop sur la pollution ou sur la température de l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Jouer sur la pêche, justement, à l'heure actuelle... Oui, justement, à l'heure actuelle, on essaye de réglementer. Oui. Vous avez parlé des quotas, mais il y a aussi... et les pêcheurs eux-mêmes, en fait... j'allais dire, s'auto-réglemente, d'autant plus qu'il y a des modifications importantes dans les techniques de pêche. Donc là, il faut trouver aussi cet équilibre entre exploiter des zones dans lesquelles il y a peu ou pas de coraux ou d'éponges ou de choses comme ça, et ne pas aller là où on sait que... Bon, et les pêcheurs ne sont pas fous, ils ne vont pas aller... mais essayer de trouver cet équilibre-là, encore une fois. Il y a une difficulté aussi, parce que quand on parle de surpêche, il faudrait essayer de comprendre et de savoir pourquoi les pêcheurs pêchent. Ils pêchent pourquoi ? Ils pêchent pour vendre, parce qu'il y a des consommateurs, parce qu'il y a des transformateurs. Et c'est avant tout, je veux dire, c'est une activité effectivement économique. Souvenez-vous comment a été commencée, entrepris la pêche dans les grandes profondeurs, des espèces de grande profondeur. C'est en 91, ce qui était en même temps l'année de ce qu'on a appelé la crise de la pêche, les premières grandes manifestations des pêcheurs. En 91, il y a eu un manque très important pour la pêche industrielle d'espèces. Une baisse des quantités de merlus et de lieux noirs. Donc les deux grands ports de pêche, Boulogne et Lorient, les armateurs se trouvent en fait sans ressources. Et ce sont eux qui ont
entraînés, forcément, ce sont eux qui déterminent les orientations de leur pêche et qui ont lancé, on peut le dire, leurs chalutiers, qui étaient chalutiers de pêche industrielle, grands chalutiers, à aller à l'accord du plateau continental et dans les zones profondes, c'est-à-dire par 1000, 1200 mètres, jusqu'à presque 1800 mètres, pour essayer de pêcher effectivement ces espèces qui aujourd'hui... Que personne ne connaissait en fait, ou que les scientifiques connaissaient mal, que les consommateurs n'avaient jamais vu. Donc il y a eu... c'est vrai que c'est... Donc le déterminant, c'était bien le manque les armateurs, parce qu'il y avait un manque de ressources, et donc c'est-à-dire un manque de vente. C'est peut-être ça le grief qui fait cette pêche aujourd'hui, c'est on s'est lancé dans une exploitation sans un peu comme des apprentis sorciers, j'allais dire. Bon, après, il faut éviter les amalgames, il faut éviter de comparer l'oplostète ou l'empereur, qui est une espèce qui vit 150 ans, qui se reproduit très tardivement, donc qui est un peu l'emblème de la pêche, des espèces profondes. Bon, qui là, vraisemblablement, la pêche de l'empereur n'est pas durable. Ça, c'est vraiment des tâches qui sont capturées, et puis après, il faut 150 ans avant que ça revienne. Donc ça, c'est pas... on ne peut pas baser une exploitation là-dessus. Par contre, il y a d'autres espèces, comme la langue bleue, le sabre, qui sont des espèces beaucoup plus productives. Mais encore une fois, ces nouvelles espèces, effectivement, c'était pour combler un manque des espèces traditionnellement exploitées. Et d'ailleurs, ça a profité, vous parliez du lieu noir et du merlu, on a bien vu, il y avait une chute très importante des quantités de lieu noir. Le report de la pêche vers les espèces profondes a fait que, du coup, il y avait moins de pression de pêche sur le lieu noir qui a augmenté. Et c'est probablement un des stocks européens et le merlu commence à suivre cette même tendance. Le lieu noir, c'est probablement la population ou l'espèce de poissons dans les eaux européennes qui se porte le mieux aujourd'hui. Mais ce que je voulais aussi montrer, c'était justement que un des déterminants, c'est avant tout la commercialisation. On parle très peu du prix du poisson. C'est un sujet qui est peu évoqué. Et ça a été souvent très compliqué d'expliquer, d'une part, que les pêcheurs n'ont pas de rémunération fixe, sauf à la pêche industrielle, où ils ont un fixe mensuel, mais qui sont en même temps aussi payés en fonction des quantités et des qualités, mais que surtout le pêcheur est payé après la vente. Et que donc il ne saura jamais à l'avance quelle va être sa rémunération. Ouais. Et comme aujourd'hui le prix du poisson sous criée est en très grande baisse, on voit différentes criées qui se plaignent, il y a plusieurs articles à l'heure actuelle dans les journaux qui montrent que le prix du poisson baisse énormément aux pêcheurs, bien entendu. Et en même temps, chez le poissonnier, il atteint des prix considérables. Donc là, en passant tout à l'heure devant un poissonnier, j'ai regardé, prix de la sole, 34 €, kilo de la sole moyenne, il ne vous reste pas grand-chose à manger. Et il faudrait aller regarder quel était le prix à la criée du kilo de sole pour le pêcheur. Donc il y a ces décalages entre le prix au pêcheur et aussi donc le pêcheur, bien entendu, il cible les espèces qui pour lui vont se vendre le mieux, fatalement, puisqu'il va être payé en fonction de ça. Et aujourd'hui, le prix en criée est un prix qui a été complètement bouleversé après 1991. Je pense que les importations aussi jouent beaucoup dans cette affaire. C'est vrai 1991. Que la mondialisation des marchés a influé beaucoup sur la pêche et sur les prix. Aujourd'hui, étant donné la mondialisation du commerce, de toute façon, je veux dire, c'est pas la concurrence, elle est trop forte, car il y a eu un développement absolument exponentiel d'épisciculture dans le monde entier. C'est ce que j'allais dire, l'aquaculture. L'aquaculture, qui est vraiment dans tous les pays du monde. Et puis une mondialisation du commerce. La France, aujourd'hui, est le premier importateur de poissons de la communauté européenne. Et elle importe, pour ce qui est de sa consommation, plus de 60%. Et elle importe non seulement du frais, mais elle importe surtout du congelé et aussi du poisson d'élevage. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un bouleversement en 91, justement, de la commercialisation du poisson. En fait, c'est un changement très important de l'agroalimentaire international. C'est que la consommation du poisson est devenue une ligne de l'agroalimentaire international
Oui, mais développement de la les importations, elles ont augmenté parce que le prix du poisson importé était moins cher que le prix du poisson pêché. Parce que justement, il est pêché par des pêcheurs qui, eux, ne sont pas du tout payés. Voilà, je pense que c'est l'aspect social de cette pêche est très important. Finalement, pourrons-nous encore longtemps continuer à manger du poisson ? Surexploitation de la mer, mondialisation du marché, rémunération aléatoire des pêcheurs, n'y a-t-il donc aucune solution pour sortir d'un système aussi précaire ? Il n'y a pas une solution en fait. Ouais. On le sait très bien, c'est un ensemble de mesures. Il y en a plusieurs qui sont prises, ne serait-ce que les mesures de gestion que vous avez évoquées, comme les quotas, comme effectivement les quotas, ça évite la surproduction, mais ça ne résout pas tous les problèmes de poisson, enfin de vente. Si même dans le respect d'un quota, les importations sont massives, le prix de ce poisson va être très bas et ne permettra pas la rémunération des pêcheurs. Je vois pas. Enfin, la solution, elle est. Je sais, enfin, ça dépasse mes compétences de biologiste, mais je la vois pas. Je la vois pas vraiment. L'aquaculture, c'est pas un mythe, mais c'est pas non plus. On va pas remplacer la pêche par l'aquaculture. Enfin, je pense pas que ça soit possible. Jusqu'à présent, il faut 5, 6, 7 kilos de petits poissons de farine pour faire 1 kilo de bar ou de dorade. Donc c'est considérable, c'est du gaspillage. On est en train d'essayer de réduire ce rapport. On ne peut pas remplacer complètement par du soja ou par des céréales. Si on développe l'alimentation des poissons d'élevage par des céréales, ça se fait aussi au détriment de la nourriture de la population humaine. Et l'avenir, c'est dans la pêche, dans l'exploitation durable. C'est des engins sélectifs. Alors c'est pas forcément seulement du chalut. Ça peut être des casiers, des nasses, des lignes éventuellement. Bon, chacun a son avantage, chacun a ses inconvénients. Je pense qu'on peut très bien surexploiter un stock avec un hameçon à la main. Ça s'est fait à Dakar. Les pirogues, ils ont surexploité tous les stocks côtiers parce que c'est quand même assez efficace, une ligne. Donc il n'y a pas d'engin. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, d'avoir commis des articles sur la pêche douce et les machins. Je pense que c'était un peu une illusion de jeunesse. Il n'y a pas d'engin miraculeux qui a tous les avantages et aucun inconvénient. Il y a aussi l'utilisation qu'on en fait. Enfin, je pense que donc la pêche, l'économie de la pêche, elle peut être maintenue, bien entendu. Puisque telle est la question, est-ce qu'il y a encore une économie de la pêche ? Oui, et la pêche fraîche peut être maintenue, mais il faut effectivement, je veux dire, qu'il y ait un maintien, une volonté politique que cette pêche fraîche, que ce soit dans les différents pays européens, soit maintenue. Oui, mais je pense que les politiques ont effectivement leur rôle à jouer. Les professionnels de la pêche, les pêcheurs ont effectivement... ils ne nous ont pas attendus, ça fait quelques années qu'ils ont pris conscience que c'était... Eux-mêmes, c'était une ressource limitée, qu'il fallait essayer de la gérer mieux. Mais il faudrait valoriser le poisson frais. Il n'est pas valorisé pour les pêcheurs. Il est valorisé pour les poissonniers, mais il n'est pas valorisé pour les pêcheurs. Car vraiment, on en revient toujours à ce problème du prix. Oui, mais je veux dire, même avant ça, je pense que donner de l'espoir dans le métier, je pense que c'est quand même quelque chose de fondamental. Ah oui. Et on ne peut pas le faire si, effectivement, les pêcheurs ont l'impression que, de toute façon, les politiques, la pression médiatique ne fait que les enterrer, les attaquer et pour arrêter cette activité. Je pense que, vraiment, il y a la place pour une activité durable, à condition de trouver les bons engins dans les bonnes zones, avec des niveaux de prélèvement qui permettent ce renouvellement des stocks. Souvent, on compare les populations de poissons à un capital, et en fait, l'idéal, c'est de ne pas taper dans le capital, mais de prélever les intérêts. Et je pense que c'est cet équilibre-là. Ça fait plein de fois que j'utilise le mot équilibre, mais je pense que c'est vraiment la clé du problème, de la question. Trouver cet équilibre, et les politiques ont un rôle à jouer, parce que parfois, il faut créer les conditions de rétablissement de cet équilibre. Parfois, ça nécessite des mesures un peu sévères. Les pêcheurs sont prêts
prêt à l'accepter, à condition qu'il soit conscient que ça va, que c'est pas vers la fin, mais vers un avenir. Je pense que ça, c'est vraiment important. Ouais. Et on a tous notre responsabilité. C'est vrai que les pêcheurs, ils pêchent... on les traite de prédateurs, on les traite de destructeurs, etc. Alors qu'en fait, justement, le pêcheur, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il donne une valeur commerciale à une ressource naturelle qui est le poisson. Commune, oui. Et qui est commune. Il est attaqué parce qu'il est en train de détruire, on utilise les termes de destruction d'un bien commun, car maintenant, il y a toute cette idéologie du bien commun qui est effectivement le domaine public maritime, et les pêcheurs sont d'autant plus attaqués que ce bien commun, chacun d'entre nous, on est censé aller le défendre, etc. Donc, s'il y avait une revalorisation du travail, en fait, des pêcheurs, et non pas des attaques, mais une revalorisation économique, nous parlons bien d'économie, eh bien, ça passe par où ? Ça passe toujours par le prix du poisson. Et aujourd'hui, la concurrence des importations de la pisciculture et de la transformation aussi, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il consomme de moins en moins de poissons frais, en fait. 35 kilos par an, c'est pas mal. Hein. Oui, mais c'est pas le poisson, mais pas frais. Globalement. Oui, c'est globalement. Oui, c'est globalement, oui. Car le consommateur, on a entraîné, je parlais tout à l'heure de modification de l'agroalimentaire international, qui a été la consommation du poisson. À partir de 91, on a fait consommer du poisson au monde entier, et tout particulièrement aux pays européens, et particulièrement à la France. On a manipulé, la population en lui disant qu'il fallait manger du poisson. Aujourd'hui, on est en train de lui dire qu'il ne faut plus en manger, car il faut plus manger telle espèce. Si on voit les listes rouges de certains, il ne faut plus manger tout ça. Mais là aussi, il y a beaucoup de globalisation. Voilà. Hein, je pense qu'il faut faire... Autrefois, il fallait manger du poisson car ça soignait tout. Ouais. Alors, on parle beaucoup de labellisation alors écologique. Je ne sais pas très bien si c'est comme ça qu'il faut dire, mais c'est quand même un gage de durabilité. Est-ce que pour le consommateur, il y a plus d'attirance pour ces produits-là ? Probablement, puisque une labellisation, c'est toujours pas forcément un gage de qualité d'ailleurs, hein, mais c'est parfois... Ça veut dire que c'est pêché de manière durable, écologiquement plus responsable. Très franchement, moi je ne me lancerai pas dans cette discussion et je ne saurais même pas répondre. Car la multiplication des labellisations qui ont souvent, c'est quand même marqué pêche responsable, donc c'est un site de consommateur. Il dit, si vous êtes capable de m'expliquer ce que c'est qu'une pêche responsable... Oui, c'est une bonne question, effectivement. Franchement, et les labels, vous avez des labels locaux, qui sont des labels qui sont vraiment travaillés, comme bien justement les poissons sauvages, comme on dit, comme le bar sauvage. Le bar sauvage, vous avez un label pour le bar. De ligne. De ligne. Oui. Et par contre, si vous avez la création de ce label, et même les pêcheurs, quand ils débarquent leur bar, vont leur accrocher un petit pins à louis pour que le consommateur puisse distinguer ce bar du bar d'élevage. Mais quand vous arrivez devant un poissonnier et que vous voyez un gros tas de bars, vous pouvez toujours chercher les pins. Vous en avez un sur un bar, et puis tout le reste du tas, il n'a pas de pins à l'oreille, à l'ouïe. Donc c'est du... Donc si vous voulez, il y a un travail sur la labellisation. Il y a un travail sur l'étiquetage. Et puis vous avez des labels internationaux qui sont aujourd'hui utilisés tout particulièrement, ma foi, par les grands marchands de poissons congelés comme Findus, qui se fait le grand chantre effectivement de la labellisation pour des poissons qui seraient issus des pêches durables et responsables. Le consommateur, quand il va acheter du poisson, il a le nom du poisson. Et puis Atlantique Nord ou je sais pas quoi, ouais. Absolument. Et c'est pas suffisant, quoi. C'est ça. Il faudrait parce que nous on considère que les populations de poissons c'est parfois beaucoup plus localisé. Hein. On parle de la sole par exemple. On ne peut pas parler de la sole de l'Atlantique. Il y a la sole du golfe de Gascogne, il y a la sole de Manche, il y a la sole de mer du Nord, il y a la sole de mer Celtique, de mer d'Irlande. Enfin, tout ça, c'est des populations qui, pour nous, sont isolées. On appelle ça des stocks halieutiques, avec des dynamiques, et avec des modalités de réponse qui sont différentes. Donc, on ne peut pas mettre tout ça dans le même panier. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas manger de sole, sous prétexte que le sol de je sais pas où, de Manche ouest se casse la figure, alors que la sole de golfe de Gascogne est plutôt en bonne santé. Voilà, et ça, c'est pas marqué sur l'étiquette. Donc le consommateur il ne peut pas savoir ça. Et les consommateurs, beaucoup, qui veulent avoir des
des comportements dits écologiques obéissent à un certain nombre de discours. Oui, mais le discours, c'est de dire ne mangez pas. Oui, aujourd'hui, il ne faut plus manger de ceci, de cela, cela. Et ça, c'est de la globalisation. Et il est même censé demander à son poissonnier ou demander au poissonnier de la grande surface des informations pour savoir s'il relève de la... Quand on voit les indications qui sont données au consommateur, le consommateur est censé pouvoir poser des questions au poissonnier pour savoir, etc. etc. Alors que le poissonnier, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est vendre son poisson. Et lui, il l'a acheté où? Ce n'est pas du poisson purement de pêche française. Il a acheté aussi à des importateurs, il achète à des marailleurs qui eux-mêmes ont déjà importé. Donc en fait, ce qu'il y a sur un étal, je veux dire, l'information... C'est déjà un mélange. C'est un très grand mélange. Est-ce que c'est pas ça le problème en fait? Ah bien sûr, le problème c'est la commercialisation. De la traçabilité des produits, etc. C'est bientôt fini, merci. Il est temps de conclure. Est-ce qu'il y aura suffisamment de poissons pour nourrir les 6 ou 10 milliards d'individus? C'est pas gagné, mais en tout cas, je pense qu'il faut tout faire pour. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'il y a un avenir pour la pêche. Une pêche raisonnée, une pêche intelligente, une pêche partagée, j'allais dire, avec l'ensemble des acteurs. Le partenariat, il se fait entre scientifiques et pêcheurs, mais il se fait aussi avec les consommateurs, avec les ONG, avec les environnementalistes. Et il n'y a pas d'avenir sans ça, et je suis persuadé qu'il y a vraiment un avenir pour. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit, même principe, 2 invités et toujours pas d'animateur.